Je crois que ça a commencé quand j'avais 20 ans. Comme tous les jeunes à l'université, hein, dans un cours, et puis un deuxième, on y prend goût. Il faut dire que c'est sympa, et puis on se méfie pas. Et puis après, c'est l'engrenage. J'ai été pris tout de suite dans un réseau international. Alors au début, en bas de l'échelle, hein, je faisais le guet, et puis après j'ai vendu un peu, et puis j'ai pris du grade. Mais au bout de 20 ans, le regard des autres, celui de mes enfants, j'ai décidé de partir, de me mettre à mon compte. Et aujourd'hui, je deal dans des écoles de commerce ou à l'université ou aujourd'hui à Sciences Po à Reims. Je suis marketeur. Bonsoir. Bon, la moitié de la présentation a été faite. Je m'appelle donc François Gravé, j'ai 29 ans, presque. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petites chattes et un gros chien et je suis heureux. Heureux également d'être avec vous ce soir. Et comme toi, Stéphanie, je partage ce rêve de participer à TEDx parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un micro-cravate, un micro-Madonna, pardon. J'ai toujours un micro comme ça à l'école. Là, j'ai l'impression d'être une vraie chanteuse, une vraie star. Alors, vous l'avez compris, on va parler ce soir euh, de marketing. Non, ne partez pas tout de suite. Ce n'est pas que un gros mot. Et je trouve qu'il y a une certaine ironie ou du sort de présenter cette conférence à Sciences Po, parce qu'avec politiciens, marketeurs et peut-être garagistes, je crois qu'on tient le trio de tête des métiers qui sont particulièrement honnis. Mais non, c'est tout à fait injuste, on ne mérite pas ce que l'on vit. Mais pourtant c'est vrai, du marketing, c'est que du marketing. Marketing politique, etc., etc. Vous l'avez entendu 1000 fois durant même cette campagne électorale. Alors on va parler de marketing, mais peut-être commencer déjà par définir le terme, qui est trop souvent mal connu. Alors Victor Papanek est un grand designer hongrois à qui on doit cette définition, le marketing étant l'art de persuader des personnes d'acheter des produits dont ils n'ont pas besoin avec l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des voisins qui s'en moquent. Merci Victor. Alors, bon, d'un autre côté, Victor Papanek s'est fait connaître par le design de cette chaise, donc si j'étais lui, je ne la ramènerais pas. Trop non plus. Le marketing, bon, c'est un terme anglais, et on va faire appel plutôt à la langue française qui est si précise et qui permet de donner du sens bien mieux avec les mots. L'Assemblée, non, peut-être pas l'Assemblée quand même, mais en tout cas l'Académie française, nous a proposé cette version du terme marketing, avec un mot à la fois chic et élégant, qui est la marketique. Bien, bon. Alors, mercatique, par contre, a quand même un gros avantage, c'est qu'il permet de remonter aux sources, et vous allez retrouver le mercat, le marché, dont tout le monde connaît la définition. Revenez en seconde, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, merci. Et puis il y a le hic, hein, le suffixe hic qui est rattaché aux sciences, hein, les mathématiques, la science physique, l'histoire géographique, oui, l'histoire géographique. Donc la mercatique, finalement, c'est quoi? C'est la science du marché. N'allons pas chercher plus loin, n'allons pas chercher plus compliqué. Chaque prof de marketing a sa propre définition, évidemment. Mais celle-ci me paraît quand même très simple et restons sur le plus simple. La science du marché, c'est la capacité de comprendre un marché, d'agir sur un marché et appliquer à l'entreprise, on comprend tout de suite et ça donne du sens au département marketing, hein, ce qu'on appelle les marketeurs. Il s'agit de mieux comprendre le marché sur lequel on opère, de choisir et d'avoir des éléments de choix dans la stratégie que vous voulez définir sur ce marché, et évidemment agir sur ce marché. Donc choisir, comprendre, choisir, agir, les trois mots principaux d'un marketeur et de ce que la science du marché nous offre, par exemple.
ou l'ultime vision de l'éthique en marketing, que j'aime beaucoup. Oui, bien sûr, si on est si mal aimé, si on est si caricaturé, c'est que peut-être on y est pour quelque chose. Et vous avez entendu certainement de nombreux reportages, ou vu à la télé, de nombreux reportages sur le marketing, les entreprises qui se comportent de plus en plus mal. Pas plus tard que jeudi soir, Cache Investigation consacrait son émission sur McDonald's et la façon dont McDonald's organise son marché. Évidemment, on se dit, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous apportez à la société? Alors, face à ça, peut-être que certains d'entre vous ont même commencent à entendre, en tout cas de plus en plus, des mots comme du marketing positif, du marketing responsable, du marketing, attention, éthique. Bon, alors, à ce moment de la conférence, je préférerais tout de suite être clair. C'est des foutaises. Il n'y a pas de marketing positif. Il n'y a pas de marketing responsable. Je vous l'ai dit, le marketing est une science. Une science n'est ni bonne ni mauvaise. Les mathématiques ne sont pas gentilles. Vous n'avez pas de la biologie terrifiante ou de la philosophie responsable. Non. Le marketing, c'est le marketing. Par contre, la façon dont on fait du marketing, là, peut être positive ou négative. L'éthique définit ce que l'on fait, définit la visée. Alors je vous encourage à lire Paul Ricoeur, qui est un grand sociologue et philosophe français de la fin du XXe siècle, qui a été directeur de l'université de Nanterre dans les années 68, et qui a écrit un livre assez intéressant sur l'éthique et qui propose pour la première fois une vision, une différence entre la morale, ce que vous allez entendre peut-être souvent parler de morale, et d'éthique. Ce sont deux notions, alors deux mots qui viennent l'un du latin, morales, de l'autre du grec ethos, et qui définissent tous les deux la même chose, c'est-à-dire les mœurs. Mais on va adopter une vision plutôt, alors je suis à Sciences Po, aristotélicienne, et Paul Ricoeur va proposer de dire la morale est ce que permet de définir ce que l'on va s'interdire de faire dans une société. Ce sont les 10 commandements, ce sont les principes de conduite. Et l'éthique, il va définir l'éthique comme étant la visée d'une vie remplie ou destinée au bien. Et c'est cette définition-là qui est intéressante, et cette subtilité qui est intéressante entre le code of conduct ou le moral en américain. Oui, j'ai essayé l'américain. Et l'éthique, où il n'y a pas cette nuance finalement en américain ou en anglais. L'éthique va définir non pas ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais plutôt pourquoi on le fait, et est-ce qu'on va vers une visée du bien étant un bien général ou un bien spécifique sur un marché. Alors, retenez bien ça, c'est vraiment le message principal. Il n'y a pas de marketing négatif ou responsable. Il n'y a que des marketeurs positifs ou responsables et responsables. On le voit, c'est aussi le symbole d'un changement dans la société. Ce chiffre de 84%, c'est une étude de BVA en 2021, donc elle est vraiment récente. L'Institut BVA a fait une enquête sur le comportement des Français et la façon dont ils réagissent par rapport aux marques. Et 84% des Français affirment pouvoir abandonner une marque qu'ils ne jugeraient pas avoir des comportements responsables, éthiques ou moralement acceptables. C'était un chiffre qui était de l'ordre de 70% il y a juste en 2015. Donc on voit en l'espace de 6 ans l'évolution de la société et l'exigence des consommateurs vers des entreprises de plus en plus responsables. Le deuxième chiffre aussi est intéressant,
Et celui-là est beaucoup plus important qu'en 2015. On n'était pas du tout dans ces ordres de grandeur. 62%, ce seront le pourcentage des Français qui sont prêts à tester des produits responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer leur habitude de consommation vers des produits éventuellement, enfin, promis pour être plus positifs, plus responsables. Et ça, c'est un énorme changement et une crainte absolument terrible pour les entreprises, puisqu'elles risquent de perdre leur base de clients, c'est-à-dire ceux qui sont ceux pour qui ils travaillent et l'essentiel de leurs revenus. Donc le risque majeur, c'est de voir partir leurs clients qui voudraient tester des produits plus responsables. Vous l'avez probablement tous et toutes déjà expérimenté. Depuis quelques années, on parle de produits cosmétiques responsables. On a du savon solide, on a des shampoings solides, hein, Mathilde, qui sont là pour répondre à des attentes de consommateurs. Alors, je vais prendre ma casquette de marketeur quand même. Bon, tout ça, c'est bien. Mais une bonne pub à la télé, une bonne collab avec une influenceuse, allez, 30% de réduction, et toutes ces belles promesses ne se concrétiseront pas nécessairement. On a des armes pour ça. Non, ce qui pose vraiment un problème, et ce qui, à mon avis, de manière un peu plus cynique, va expliquer pourquoi les entreprises se retournent ou se tournent vers des solutions plus responsables et plus éthiques, malheureusement, c'est à cause de ce chiffre. 44%. 44%, c'est un millénial sur deux, donc vous, jeunes, un millénial sur deux déclare avoir déjà refusé un job ou une opportunité de travail parce qu'ils ne partageaient plus les valeurs de l'entreprise ou ne partageaient pas les valeurs de l'entreprise pour lesquelles ils étaient destinés. Et ce chiffre-là est absolument fondamental. Ce chiffre-là fait peut-être écho à ce qu'on entend un peu en ce moment dans la presse, où il y a une difficulté de recrutement. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter des jeunes, en particulier, parce que, oh là là, ils veulent être bien payés, ils veulent avoir des horaires normaux, et en plus, ils veulent que nos entreprises soient responsables et voire même éthiques. Non. Cynisme mis de côté, c'est un véritable enjeu et majeur pour les directions des ressources humaines dans les entreprises, d'avoir ce qu'on va appeler une marque employeur, c'est-à-dire d'avoir une marque, une entreprise qui va attirer des collaborateurs, et en particulier les millennials, vers des valeurs partagées, et des valeurs positives partagées. Alors, bon, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà la terreur de toutes les entreprises et de tous les chefs d'entreprise. Évidemment, Élise Lucet, pour les anglo-saxons, c'est... je ne connais pas d'ailleurs en Angleterre ou aux États-Unis si l'équivalent de notre Élise nationale, mais c'est véritablement une peur pour les entreprises d'être citées dans le Hall of Shame des entreprises avec des mauvais comportements. Et bien sûr, il y a une pression supplémentaire qui a été mise sur les entreprises d'être reconnues ou désignées comme non éthiques ou non responsables. Bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et c'est vraiment la question, puisque aujourd'hui, on spark a revolution, on lance cette étincelle, on essaie d'allumer cette étincelle de la révolution. Je voudrais revenir juste peut-être sur ce chiffre. Qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait le voir de manière assez positive, comme je l'ai présenté. À titre personnel, je le trouve très inquiétant. Très inquiétant. Imaginons simplement que sur ces 44% de jeunes millennials qui refusent de travailler dans une entreprise avec des comportements négatifs, imaginez simplement si 1% ne refusaient pas l'obstacle, restaient dans ces entreprises et disent non. De l'intérieur, non, nous ne continuerons pas à avoir ces comportements. Non, je ne veux pas continuer. Je veux continuer à travailler chez vous parce que j'aime cette entreprise, j'aime travailler, j'aime le produit qu'on vend. Mais non, je ne veux pas continuer à faire ça.
imaginez simplement la puissance que cela pourrait avoir, de transformation, de ce que j'appellerais la transformation éthique des entreprises. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un groupe pétrolier. Je ne l'avais pas dit, ça. Je ne suis pas fou, quand même. Oui, bien sûr, le pétrole, on le sait, c'est pas vraiment l'avenir. Et on sait tout ce que ça peut causer. Mais est-ce que, plutôt que de dire mauvais pétrolier, méchant pétrolier, on ne pourrait pas déjà essayer de faire changer les choses de l'intérieur? C'est là où on est le mieux placé. Ce n'est pas simplement en étant activiste à l'extérieur. On peut être un activiste à l'intérieur des entreprises. C'était le premier point. Le deuxième point, peut-être que vous l'avez lu, il y a quelques années, Stéphane Hessel avait sorti un petit guide qui s'appelait « Indignez-vous ». Non, je ne sais pas si ça vous parle, c'était pour 3 € et vous pouviez l'acheter. C'était vraiment un manifeste particulièrement fort qui essayait de remobiliser la jeunesse et d'ailleurs les moins jeunes, bon, 29 ans. Pourquoi tu rigoles? Et qui disait, indignez-vous, levez-vous, n'ayez pas peur. Vous avez le droit de vous indigner. Alors le marché a répondu en créant les réseaux sociaux, et donc on s'indigne sur Internet, on s'indigne sur Insta, sur Twitter, mais quand est-ce qu'on passe à l'action? J'aurais aimé maintenant parler plutôt de actionnez-vous, hein, agissez. Ne vous indignez pas simplement, agissez. Et pour terminer cette journée, et merci de cette organisation, ça a été vraiment passionnant. Tous les intervenants, et dès ce matin en fait, hein, avec la crise des opioïdes qui était assez bouleversant, mais derrière ces opioïdes, il y a des entreprises. Ce n'est pas les entreprises qui sont méchantes, ce n'est pas McKinsey qui a été le conseil de cette entreprise pendant des années qui est méchant ou mauvais. Ce sont les collaborateurs qui, à l'intérieur de ces entreprises, qui ne sont que des entreprises, à l'intérieur de ces entreprises, ont décidé de cette stratégie, ont décidé de mentir, ont décidé de mettre en place, comme ce matin, on l'a vu, des stratégies pour rendre leurs consommateurs addicts, malgré le risque. Alors, agir, c'est facile, hein, c'est facile de le dire sur une scène, c'est facile de le dire dans une salle de cours. Je pourrais même faire un petit livre, ça serait encore plus facile. Mais il y a, il y a un truc qui, moi, m'a aidé beaucoup et que je voudrais vous transmettre, un petit truc. Essayez de penser à la personne pour laquelle vous avez la plus grande bienveillance, le plus grand amour, la plus grande bienveillance, celle à qui vous ne pourriez pas faire de mal. Essayez d'imaginer cette personne, de visualiser cette personne. Allez peut-être chercher dans vos albums photos la photo de votre grand-père ou la photo de votre cousine ou autre. Et dites-vous, en la regardant, lorsque vous travaillez sur un plan, un business plan, lorsque vous travaillez sur des politiques, pour vous, messieurs, dames, d'urbanisme, de politique générale, ou en marketing, lorsqu'on lance un nouveau produit ou qu'on met en place une stratégie, posez-vous la question, est-ce que je ferai cela à cette personne? Est-ce que j'enverrai cette promotion à cette personne? Et donc, je vais terminer cette conférence. Je vous présente Mémé Marilou, c'est ma grand-mère. Et j'ai cette... Oui, il y a quelques années. J'ai à peine changé. Et j'ai cette photo sur mon bureau. J'ai retrouvé cette photo sur mon bureau. Celle de ma grand-mère à qui je vouais un amour absolu et qui était la bienveillance absolue. Et je me pose toujours la question, est-ce que je lui ferais ça? Posez-vous cette question avec la personne que vous aimez le plus. Et dites-vous, est-ce que je ferais ça? On fera comme ça, tous, la révolution. Merci à vous.